plaisir de rencontrer un grand monsieur. C'est Pierre Liotagui qui m'a ouvert la porte de sa maison et qui a bien voulu répondre à certaines de mes questions. C'est un entretien un peu long, ça dure une vingtaine de minutes, mais vous allez voir, on perd pas son temps. Alors installez-vous et on passe ces 20 minutes en compagnie de Pierre. La première question que je lui ai posée, c'était de savoir un peu à quel moment... Enfin, j'essayais c'était une question de psychanalyste un peu. Je lui ai dit, Pierre, c'est quoi ton premier souvenir avec le végétal, le plus ancien, quoi où est-ce qu'on est? Où est-ce que tu es quand tu rencontres la première fois de ta vie les plantes? C'est à toi. Voilà une question compliquée. C'est d'abord plutôt vers ce qu'on appelle maintenant la nature, et que j'ai pas envie d'appeler nature. Je pense que ça m'a toujours été concerné par les choses du vivant, mais aussi à une époque par les roches, par la géologie, par la paléontologie. J'ai regardé les oiseaux avant de regarder les plantes. Et il y a eu un accident de santé assez brutal dans ma vie, vers 20 ans, qui fait que je n'ai plus pu marcher pendant une époque. Et du coup, je supposais que je ne pouvais plus aller vers les oiseaux. Et comme les plantes elles-mêmes avaient suffisamment de patience pour attendre ma venue, eh bien, je me suis tourné vers les plantes. Mais c'est aussi que, lors de cette histoire, j'ai rencontré quelqu'un qui était botaniste et qui était un Anglais. Donc mes premiers noms de plantes, c'est des noms de plantes en anglais. Et qui m'a donné le goût on va dire, à l'époque, de nommer les plantes. C'est simplement une simple idée de nomination. Tu as parlé de nature, et puis juste après, tu t'es repris et t'as dit « j'aime pas beaucoup ce mot ». La nature, bon, elle a connu plusieurs significations, enfin le terme de nature, depuis les Grecs. Maintenant, c'est surtout un fourre-tout. On va dire que la nature, c'est ce qui n'est pas le domaine urbanisé, c'est ni industrialisé, c'est ce qui est ailleurs. C'est un lieu d'investissement, de beaucoup d'espérance, pas toujours fondé. C'est le lieu vierge, c'est-à-dire c'est ce qui est contraire en fait aux formes que prend notre société. Je me reconnais pas dans cette perception-là, parce que pour ce qui me concerne, la nature, ça commence à ma porte. D'ailleurs, c'est aussi bien l'herbe de la rue que l'arbre de la forêt tropicale. La nature si elle n'est pas partout, elle n'est nulle part. Et quand elle est nommée quelque part, ça veut dire qu'ailleurs, on ne l'aperçoit pas. On ne perçoit pas ce qui pourrait tenir lieu de nature. Donc il y a une totalité vivante et elle n'est pas sécable, c'est-à-dire on n'en fait pas des morceaux. Et en ce sens, je refuse l'emploi du mot, concept, valise, tout ce qu'on veut, de nature, parce que c'est beaucoup trop vague et pour finir aussi, c'est un mot d'excuse. Alors, pour revenir à ton parcours quand même, est-ce que tu peux me dire comment tu en viens vers ce qu'on appelle maintenant l'ethnobotanique, finalement, et qui est quand même une histoire de lien, non? Il me semble que je suis intéressé toujours à des questions de relations, c'est-à-dire pas seulement la plante pour elle-même, même si je me suis intéressé aussi aux plantes pour elles-mêmes, même d'une certaine façon jusqu'à la passion maniaque, parce que quand on se met à étudier par exemple les serpolets, les saules, les églantines, ça sont ce que les botanistes appellent des groupes complexes. Donc on n'est plus dans une relation simple avec la flore, on est dans un questionnement à caractère savant. Mais j'ai aussi une enfance dans un pays de bocage, avec des gens qui m'apprenaient des noms et des usages, et je crois que ça a influencé ensuite l'attention que j'ai eue aux plantes. Mon premier livre qui parlait de plantes, c'était un petit bouquin qui était un petit recensement des champignons et des plantes qu'on pouvait manger. C'était une traduction d'un livre allemand des années 40, je crois. Je crois que ce livre m'a beaucoup marqué, parce que dans l'idée d'usage, il y avait bien entendu la question de la relation que je pouvais vivre un peu moi-même d'une façon extrêmement ponctuelle dans mon pays d'enfance. Et la première plante qui te marque, la première rencontre où vraiment dont tu te souviens maintenant de l'enfance? Alors je crois qu'il y a une plante que les Bretons appellent cocolorique,
qui est une ombellifère, qui est une noix de terre, une noisette de terre qui pousse dans les talus, qui poussait dans les talus du bocage, parfois de façon très abondante, et qu'on apprenait à récolter. Alors c'est une plante qui a donc cette souche en forme de tubercule unique, et on suit la tige qui devient blanche, un peu comme les tiges des narcisses en disparaissant dans la terre, et on arrivait jusqu'à cette racine qu'on épluchait, qui est la taille d'une noisette, et qui est une des rares racines européennes à être consommable telle qu'elle et sans risque. Donc ce mot de cocolorique, qui était le nom en breton, dont je ne connais pas la signification précise, parce que en breton, ce sont souvent des noms explicatifs, les noms d'oiseaux sont souvent des onomatopées. Voilà, il y a ce ton-là, c'est un de mes premiers noms de plantes. C'est joli en tout cas. On la trouve pas en Méditerranée, cette plante? Si, on la trouve sur les sols acides, notamment dans les Cévennes, où elle est relativement fréquente par endroits. Je ne parle pas d'en avoir ramassé dans la région de La Salle, Saint-Jean-du-Gard en particulier, où elle peut être très fréquente dans la châtaigneraie, et même dans la chênaie verte sur le granit. J'imagine qu'elle peut se rencontrer aussi dans les morts, dans les zones fraîches du massif des morts. Donc c'est pas une plante strictement atlantique, mais alors il existe en Europe moyenne une autre noix de terre qui est un bunium, qui au contraire est plutôt propre au calcaire et qu'on a beaucoup consommé en temps de disette dans les siècles passés. C'est ce que j'apprécie aussi beaucoup dans ton livre, c'est qu'il y a souvent beaucoup d'anecdotes comme ça que tu as toi-même collectées. Donc tu as fait beaucoup de travail de terrain finalement auprès de personnes ressources, beaucoup de gens qui étaient plutôt dans une paysannerie traditionnelle et qui avaient des usages que tu es allé chercher. Est-ce que tu as fait un travail de terrain ou est-ce que c'est des choses que tu as toi-même appris par, je sais pas, le biais de livres ou le processus, si tu veux, qui t'a amené à la connaissance, c'est plutôt un processus de terrain ou c'est plutôt un processus de bibliothèque, en fait? C'est ça ma question. À la base, il y a beaucoup de bibliothèques, et beaucoup parce que pendant des années, j'ai fréquenté les bibliothèques des muséums d'histoire naturelle, où j'ai passé de nombreux mois de mon existence à prendre des notes à l'époque où il n'y avait pas encore de photocopies. Et donc ça a duré peut-être pendant 10 ou 15 ans. Et il y a eu aussi pas mal de terrain, de manière peut-être parfois un peu fortuite, c'est-à-dire j'étais quelque part en France, surtout pour des raisons botaniques, et puis je parlais avec les gens où ils me parlaient de ce qu'ils pouvaient percevoir dans la flore, de ce qu'ils pouvaient utiliser de la flore. Et par la suite, dans les années 70-80, je me suis occupé d'enquêtes, surtout dans le sud de la France, où j'ai rencontré des gens qui étaient les témoins de l'ancienne société paysanne, c'est-à-dire des gens qui avaient encore la mémoire d'un usage, qui ne pratiquaient plus forcément, mais il y avait encore des pratiques. Alors que maintenant, on a pour le mieux le souvenir des pratiques. La connaissance des usages de la flore s'est déportée quasiment complètement dans la société urbaine. C'est-à-dire la culture urbaine relance des savoirs via les stages, des sorties, des livres, etc. Donc la connaissance des usages de la flore se perpétue sur un autre mode. Mais la transmission orale, qui était celle que je rencontrais dans les années 70-80, elle a quasiment disparu, en tout cas dans le domaine rural français. Dans la flore méditerranéenne arbustive, est-ce que tu as un arbre aussi qui pourrait être totémique, que tu apprécies de trouver? Est-ce qu'il y en a un qui te fait plus de signes que les autres? J'aime beaucoup l'arbousier. Peut-être parce que c'est un arbre hors saison. Donc j'ai toujours beaucoup de plaisir à voir l'arbousier à la fois en fleurs et en fruits. C'est pour moi une grande émotion. Et puis j'aime aussi sa profusion, c'est-à-dire qui est sur les chemins du maquis, quelquefois des véritables tapis d'arbouses un peu assombris par le fait d'être au sol, où elle se perpétue quand même quelques jours, qu'on peut encore manger, même si l'arbouze n'est quand même pas le fruit le plus délicieux qui soit. Enfin, j'aime cet arbre. Après, c'est aussi un arbre plein de vaillance, parce qu'il fait partie de ceux qui repartent de souche facilement après l'incendie, donc les garrigues, arbousiers et les maquis. L'arbousier, on pense souvent que c'est un arbre de la silice, mais c'est un arbre qui existe aussi sur le calcaire, dans
Garrigues et Languedocienne est riche en arbousiers. Et donc après les feux, il redémarre d'une manière assez improbable, très vert, très vigoureux. Il a une souche qui résiste aux flammes. Par ailleurs, c'est un arbre qui peut vivre très vieux. Et voilà, de toutes ces caractéristiques. Mais d'abord, je pense cette espèce d'exubérance à contre-saison me touche. Il y a aussi des plantes nettement plus rares, comme un arbrisseau qui n'existe en France que dans la vallée du Gapot, du côté de Hyères, dans le Var, à l'ouest du Var, qui s'appelle l'alibouffier, et qui est un petit arbrisseau, pas du tout ostensible, qui ressemble un peu à un cognacier à feuilles minces, pas cotonneuses. Et en fleurs, il a une floraison comme celle de l'oranger, très parfumée, très jolie. Et après des fruits un peu feutrés, des petits fruits d'un centimètre, feutrés, qu'un noyau extrêmement dur, et qui a été employé jadis à faire des chapelets. Et bon, l'alibouffier, d'abord, c'était en botaniste que je l'ai rencontré, parce que c'était l'une des plantes ligneuses les plus rares de France. La localité la plus proche, c'est dans les collines du Latium, du côté de Rome, en Italie. Puis après, il y en a davantage dans l'Adriatique, et puis en Grèce et au Proche-Orient, où il donne une résine très célèbre, qu'on appelle du storax. Et donc, je l'ai d'abord cherché simplement du fait de sa rareté et des questions qui se posaient quant à sa présence dans le Var. D'où venait-il? Est-ce qu'il avait été introduit? Est-ce qu'il est d'origine sauvage ancienne? Ce qui n'est pas franchement résolu. Puis après, je me suis intéressé davantage, d'abord à ses usages, et puis après, c'était simplement l'étonnement de voir au mois d'avril cette espèce d'oranger incongru dans les taillis de chêne vert, avec ce parfum léger, et donc une belle présence chez les ligneux. Voilà pour l'alibouffier. Oui, je le connais pas, moi je l'ai découvert dans ton livre parce que tu lui dédies un petit chapitre. Alors d'entendre parler de résine et tout, alors je ne sais pas si je vais percer un secret ou quelque chose qu'il ne faudrait pas savoir. Tu me le diras après, mais tu habites Man. Est-ce que le nom de Man vient de la manne, la résine précieuse Pas du tout. C'est un toponyme dont je perds l'origine. Là, je suis incapable de la dire. C'est scandaleux. J'habite à Man et je suis incapable de donner l'étymologie. Mais non, la manne que donne par exemple le frêne à fleurs, hein, en Sicile en particulier, et puis dans le sud-est méditerranéen, c'est une production un peu comme la manne de Bélez, c'est une production qui est induite par un parasitisme. Et alors il y a à Man un restaurant qui s'appelle la Manne Céleste, mais Man le village n'a qu'un naine et la Man en a deux. Alors la manne des Hébreux, la manne qu'ils mangent, qui par miracle apparaît sur des buissons dans le désert du Sinaï qui traverse en fuyant l'Égypte, c'est la manne d'un tamaris, qui a été appelée d'ailleurs par la suite Tamaris manifera et Tamarix manifera, et qui produit lui aussi une exudation sucrée un peu analogue à celle du frêne à fleurs. Mais ici non, il n'y a rien d'analogue. Par contre, sur le Mélèze, il y a aussi une manne qu'on appelait la manne de Briançon et que les enfants mangeaient volontiers autrefois. Il y a plein de paniers chez toi. On touchait quand même à un moment, j'ai l'impression que l'humanité a touché à une forme d'harmonie ou d'une vie paysanne. Alors je sais bien, je veux pas du tout faire de donner une idée de comme s'il y avait un nirvana perdu ou une unité qu'on a perdu, mais quand même moi ces paniers ils m'évoquent ça quoi, ce moment où on avait une culture paysanne qui permettait de sortir à peu près tout ce dont on avait besoin, et puis ça retournait finalement dans le cycle assez facilement quoi. Ces paniers ce sont jamais que des petites branches qui retourneraient à leur état de sol et d'humus assez vite si on les remettait dans la forêt. Conclure. Pour ma part, je n'ai aucune nostalgie à l'égard des sociétés anciennes, ni des sociétés dites vernaculaires des régions tropicales, par exemple. Bon, elles sont souvent dans des déterminismes terribles, avec des violences terribles.
Donc, je pense pas qu'il faille comparer ce qui est juste, c'est que les sociétés vivant proches des ressources qu'on dit naturelles ne font pas de déchets, puisque les restes, que ce soit des restes de table ou les restes des industries, quand on fait une maison en bois, la maison en bois finira de toute façon par pourrir. Donc il n'y a pas de traces, et ça désespère d'ailleurs parfois les archéologues, puisqu'on ne trouve pas vraiment de signes c'est pas facile de trouver des signes des matières organiques. Alors la vannerie, j'aime beaucoup la vannerie parce que qui n'intéresse pas que les saules. Hein. Là, je crois qu'il y a quelque part un panier en viorne, viorne lantane, hein, qui servait à faire des paniers grossiers. On fait des paniers en noisetier, en châtaignier, etc. Mais bon, j'aime beaucoup les saules, donc j'aime aussi beaucoup la vannerie. Puis la vannerie, c'est une pratique parmi les plus anciennes. Il est évident qu'elle est antérieure au néolithique. On a des traces néolithiques de vannerie parce qu'il y a des conditions de fossilisation dans des lacs, dans des sédiments acides où on trouve des fragments de vannerie conservés. Bon, on connaît l'extraordinaire dextérité des vanniers qui travaillent le rotin, par exemple, les palmes. Il y a même eu des hypothèses qui prétendaient que ces systèmes rythmiques de construction d'objets avaient induit des pensées à validité mathématique, puisque les dessins qui s'observent dans les vanneries sur une face correspondent à d'autres types de dessins sur l'autre face, donc avec des rapports qui ont peut-être été perçus. Bon, ça, c'est tout à fait dans l'ordre des spéculations. Mais ce sont des techniques anciennes qui ont été poussées très loin dans la précision, dans la maîtrise technique. C'est peut-être l'occasion de dire que les sociétés traditionnelles qu'on a souvent considérées comme très frustes, elles ont poussé certaines techniques très loin et très anciennement. Par exemple, parmi plein d'autres exemples, on a trouvé des velours néolithiques au début de l'âge des métaux de moins 3000 dans des lacs en Suisse. Donc faire des velours à l'époque pour tondre, pour couper les fils et en faire quelque chose de lisse, enfin du moins de doux et en surface d'un tissu, quand on n'a que des pierres tranchantes pour le faire, c'est quand même une prouesse. Donc les techniques sont extrêmement anciennes, les savoirs relatifs aux plantes sont bien antérieurs aux savoirs agricoles. Les premières meules qu'on ait trouvées jusqu'à présent, c'est des meules qui datent de moins 25 000 en Australie. Donc on a fait de la farine bien avant de cultiver les grains, et même dans des sociétés où on n'a jamais cultivé. Voilà, donc la présence du végétal induit d'une part des techniques, d'autre part via les signes qui sont produits par la plante dans tous ses états floraux, fructifères, etc., sont des constructeurs de raison, des constructeurs de conscience. Donc la présence le végétal est d'une certaine façon notre frère silencieux qui est en même temps notre précepteur tout au long des millénaires. Ok, merci beaucoup Pierre pour m'avoir accordé cet entretien. Juste pour finir et toujours pour être dans l'idée que le végétal a des choses à nous dire ou à nous apprendre, comment tu vois justement l'espoir que tu pourrais porter sur la continuité finalement du rapport et du lien qu'on entretient avec tous ces êtres vivants non humains que sont les végétaux? Est-ce que tu aurais un vœu comme une projection? C'est difficile de faire des pronostics dans l'état d'incertitude où nous sommes. C'est extrêmement périlleux. Ce qui me paraît la pollution majeure de nos jours, celle qui met la Terre en péril, c'est le mensonge, puisque le mensonge volontaire, ou on va dire par omission, les responsables des
ceux qui sont censés être à la barre du monde sont les mieux informés, qu'ils considèrent que les questions que pose le devenir du monde sont d'une certaine façon secondaires, parce que on est dans tout un tas de pratiques de diversion. La façon, par exemple, dont on recycle nos déchets en fait partie. On règle une partie infime de la question et ça excuse tout ce qui n'est pas pris en compte. Mon souhait, c'est que plus qu'imaginer de définir des hotspots ou de dresser des listes rouges d'espèces menacées qu'il convient à tout prix de protéger, c'est d'abord de travailler à réduire le taux de mensonges dans les discours des sociétés de la Terre. Merci beaucoup, Pierre Liotagui. Voilà, beaucoup d'émotions, hein, vous avez entendu dans ce son. En tout cas, moi, j'étais très émotionné. Et puis, je suis très heureux, voilà, de partager ça avec vous aujourd'hui. On va bientôt se quitter, c'est la fin de notre émission.